Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean Raby. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de Natixis Investment Manager. Vous gérez, enfin vous, c'est pas vous avec vos petites mimines, mais c'est vos équipes, 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc on est dans l'asset management. Deuxième acteur français, un c'est Amundi avec 1000 et quelques, non? Deuxième acteur français en termes de taille, de taille des actifs gérés. Premier acteur en termes de revenus. D'accord. Et puis Amundi, ils sont quoi, 1000 milliards, c'est ça? 1,4 milliard, 1,4 trillion d'euros et nous sommes à 850. Donc 1,4 milliard. Mais ils ont une gestion différente que nous, donc on avec va un en profil parler, de revenus on différent. ne déflore pas tout. J'ai envie d'avoir votre réaction. Alors vous n'êtes pas Chief Investment Manager, je le sais ça, mais il y a quand même, on a eu un avertissement en février. Sur les marchés, un coup de semonce. On a eu cette correction aussi de nouveau sur le mois d'octobre. On a eu cette petite pause juste après les midterms aux États-Unis. Et de nouveau, voilà, on a le sentiment que la correction reprend. On commence quoi? On commence à s'inquiéter un petit peu ou est-ce que vous même pas peur? Écoutez, je ferai quelques observations parce qu'effectivement, je pense que si on essaie d'expliquer ce qui s'est passé début février et ensuite début octobre et le mouvement qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu différents. En début d'année, je pense qu'on était dans le phénomène good news is bad news. Perspective de croissance continue très forte. Par conséquent, anticipation d'une inflation plus élevée et d'une poursuite d'une normalisation de la politique monétaire. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on est revenu dans un schéma plus normal où bad news is bad news. Et là, les gens s'interrogent évidemment sur est-ce que la croissance a atteint son sommet un peu plus tôt cette année. Ce sont les indicateurs qu'on a priori. Quelles sont les perspectives pour 2019-2020? Évidemment, on est rentré dans un environnement monétaire aux États-Unis qui est maintenant à taux d'intérêt réel positif. Alors qu'on a eu des années de taux d'intérêt réel négatif. Taux d'intérêt réel pour le commun des mortels, c'est le taux d'intérêt auquel on enlève, on défalque l'inflation. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un point charnière, à notre avis, dans la normalisation de la politique monétaire. Et puis, je vous dirais qu'il y a quelques phénomènes un peu plus anecdotiques, mais quand même qui m'apparaissent contribuer à la volatilité qu'on voit. D'une part, vous savez très bien qu'aujourd'hui, une bonne partie de la performance, notamment sur les actions américaines, mais qui entraîne les marchés à travers le monde, c'est tout ce qui est les GAFA, les FANGs. Ouais. Et moi, cette volatilité-là sur ces titres m'amène à penser qu'on est encore dans un price discovery, un exercice de détermination de la valeur du big data. Parce que chacune de ces grandes entreprises aujourd'hui est essentiellement un proxy sur que vaudra la data personnelle que Amazon, Alphabet ou autres ont. Et le marché, évidemment, s'adapte suivant les évolutions sur ce que ça peut valoir. Et donc, on est encore dans une espèce de price discovery qui va durer encore un certain temps, à mon avis. Ouais. Mais malgré tout, il y a cette nervosité qui est là et vous voyagez, j'imagine, vous rencontrez beaucoup de gens à travers le monde, d'où votre présence et votre regard, parce qu'on a une nervosité et dans ces moments-là, on se dit, mais on va se poser, on va regarder le dur, les hard data, les entreprises, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même des bénéfices par action qui vont encore augmenter. Alors certes, on a connu plus 25% aux États-Unis, on va être sur du 8-10% en 2019, pareil en 2020, peut-être un petit peu moins, 1 ou 2 points de moins en zone euro, mais il n'y a pas de quoi avoir peur, non? Ah ben non, mais je suis d'accord avec vous, mais on est dans le nouveau normal, le new normal. On a eu une période de 4 à 5 ans où la volatilité a été complètement supprimée par le quantitative easing. On revient dans un phénomène plus normal, où est-ce qu'on a risk on, risk off, dépendant des circonstances, dépendant du news flow. Évidemment, nous, il y a beaucoup d'anglicisme là, aujourd'hui. Hein. Écoutez, c'est sans doute mes racines québécoises. Ah, c'est donc certains, ça. Hein? Je me demandais. Mais par contre, on dit courriel, hein? On ne dit pas email. Je pense qu'on est dans l'environnement plus normal, où la volatilité fait partie maintenant de la vie des marchés, alors qu'elle n'a quasiment pas existé pendant quelques années. Pour vous, encore une fois, il n'y a pas un changement de psychologie vraiment où je ne vais pas jusqu'à dire, voilà, ça y est, c'est le début d'un bear market, parce que c'est vrai qu'un bear market, c'est quand les rebonds ne tiennent pas. Pour l'instant, les rebonds, il y en a eu, mais ils ne tiennent pas. Pour vous, il y a un changement de psychologie vraiment? Non. Parce il y a des cycles dans la vie. Les gens ne veulent pas voir qu'il y a des cycles, mais c'est comme tout, il y a des cycles. On est peut-être en train de clore un cycle merveilleux où on se dit quand même que les performances futures, honnêtement, on est tous les deux, hein, les performances futures boursières seront moins bonnes que ce qu'on a connu sur 10 ans. Ça paraît assez évident ou je me trompe complètement? Non, écoutez, je pense que, si je me permets, je vais faire 2-3 observations. Tout d'abord, je pense que dans la psychologie des marchés, on a amalgamé ce que certains disent la prochaine grande crise financière et simplement le retournement de cycle.
Ouais. On est dans une économie cyclique, c'est la loi des marchés, c'est comme ça depuis... Sauf aux États-Unis. À part le cycle économique américain. Mais le cycle américain, la croissance aux États-Unis pour nous sera plus faible en 2019 et en 2020 qu'elle l'a été ouais, mais 3% en 2018. moins, 3% moins, quand même. On verra. Il y aura une croissance, on y croit, mais elle sera plus faible. Ouais. Est-ce que ça veut dire une récession, à notre avis? Non. Aujourd'hui, on ne la voit pas. Justement, en partie, parce que ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les entreprises se portent bien, le taux de chômage, notamment aux États-Unis, est très faible. On a encore des gains de productivité qui sont envisageables. Donc, on ne voit pas une récession, notamment aux États-Unis. Évidemment, en Europe, on est à un niveau différent du cycle. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un cycle. Et effectivement, on a eu 10 ans de bull market, à la fois sur les actions et sur le marché obligataire. Il est raisonnable de penser que les rendements seront plus faibles que ce qu'ils ont été les 10 dernières années, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront négatifs. Ah non, on n'a pas dit ça. Et nous, on est investisseurs à long terme, il faut voir à travers le cycle. Bon. En tout cas, vous ne voyez pas de changement de psychologie majeur. Il y a des interrogations sur le retournement cyclique des économies, il y a des interrogations sur ce que nous fait la Fed, et c'est comme intéressant, on ne rentrera pas dans le détail, mais on a comme le sentiment que certains membres de la Banque centrale nous disent que peut-être que le taux neutre, on y est bientôt, peut-être que le resserre monétaire va arriver plus vite, enfin la fin va arriver plus vite que ce qui était attendu. Le taux neutre, je pense que certains disent qu'on y est déjà, c'est autour de 3%. On n'y est pas là encore, on n'y est pas. Oh, ça dépend. Dans un an, c'est dans un an ça. Oh non, je pense qu'on va être là début 2019. Hein. On voit les taux continuer à se normaliser, il va y avoir encore sans doute une hausse au mois de décembre. Mais on sera à 2,5. Hein. Ouais. Ça dépend ce que vous regardez le 2 ans ou le 10 ans? Non, les Fed Funds, pardon. Moi je regarde le 2 ans, le taux neutre, on le regarde à 2 ans. On regarde à 2 ans. À 2 ans, on était presque à 3%. Hein. C'est comme ça que mais ça, c'est une théorie monétaire. Hein. Après ça, il faut voir le comportement des marchés. Money is no longer cheap. L'argent n'est plus gratuit. Donc, on est revenu dans un environnement normal. C'est ça que j'aimerais communiquer comme message. Ce n'est pas un environnement qui est anormal. C'est un environnement qui est normal. Ce qui était anormal, c'est peut-être ce qu'on a vécu pendant 10 ans. C'est ce qu'on a vécu pendant 10 ans pour sortir de la grande crise financière. C'est ça la leçon. Et donc, parce qu'il n'y a rien de catastrophique. Non. Enfin, je veux dire, oui, il y a la dérivée seconde s'annule sur, change de signe, pardon pour ceux qui aiment les maths, mais sur la croissance mondiale, c'est ça la réalité. Oui, les profits, ça ne sera plus une hausse à 2 chiffres, mais à 1 chiffre, mais voilà, on revient à des conditions normales. Tout à fait. Et donc, c'est là le rôle des gestionnaires et à travers ce bruit des marchés, ce bruit des données économiques, essayer de déceler les bonnes opportunités d'investissement. Et c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. On va en parler en quelques instants, juste parce qu'encore une fois, vous voyagez beaucoup, j'imagine. Un peu. Bon, et d'où cette guerre commerciale. Vous sentez vraiment que si on devait résumer, c'est la grosse épée de Damoclès, c'est vraiment ce qui fait flipper un peu les marchés, ce qui les a perturbés pendant toute l'année. Et ça continue, ça chauffe le chaud et le froid. On a vu fin de semaine dernière, dans un tweet, Donald Trump qui nous dit oui, en gros, ce qui a été proposé par la Chine en termes de solution à notre guerre commerciale, c'est assez complet. Puis on a Mike Pence, le vice-président américain, qui me dit ce week-end qui le contredit, je ne vais pas rentrer dans le verbatim. On se dit que la sortie de crise n'est pas imminente et donc ça peut polluer un peu les marchés encore sur les prochains trimestres. Encore 2 observations, je peux me permettre. Premièrement, l'administration américaine... Il est très structuré, Jean Rabier. L'administration américaine prend une méthode très différente et qui peut dérouter sur la méthode de négociation, la façon d'aborder les sujets. Deuxièmement, sur la guerre commerciale, pour nous, ce n'est pas nécessairement une guerre commerciale, mais c'est plus une guerre de politique industrielle. Vous savez, le plan Chine 2025... On ne joue pas sur les mots, là? Non, c'est plus... Le plan Chine... Ce qui arrive, c'est que la Chine souhaite n'est plus le low-cost country. Elle veut monter en valeur. Elle veut monter en valeur sur les mêmes secteurs où les États-Unis ont un leadership mondial. Et quel est le levier que les États-Unis ont? Les tarifs. C'est un levier parmi d'autres. Moi, je crois que... C'est peut-être pas le plus efficace, non? C'est peut-être pas le plus efficace. Mais ça répond à un vrai sujet. Mais ça répond... Il y a comme un vrai problème dans le commerce bilatéral américano-chinois. Il y a quand même des transferts de technologie un peu forcés pour toutes les co-entreprises qui ont dû aller. Il y a des vrais sujets. Dans le fond, il y a des vrais sujets. Il y a des vrais sujets. Et moi, je pense qu'en 2019, on verra une normalisation de ce débat. Parce qu'il y aura des impératifs politiques. N'oublions pas qu'il y a des élections en 2020 aux États-Unis. On rentre déjà dans le cycle dès le mois de janvier. Bon, on revient sur Natixis Investment Manager. Donc, je le disais, 850, je crois que c'est ça le chiffre, milliards d'euros d'actifs dans le monde. Quand on est patron de tout ça, quand on voit des marchés qui corrigent et on revient quasiment flat sur beaucoup de marchés actions depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne change rien au plan de développement de la boîte ou on serre les boulons quand même un petit peu? Écoutez, on est dans une tendance à long terme. On investit sur les marchés à long terme. Que le marché puisse à la fois monter et descendre,
ça fait partie de notre vie quotidienne. Donc, nous, on est beaucoup plus à l'écoute de nos clients sur leurs objectifs à long terme et quels sont les risques qu'ils souhaitent, auxquels ils souhaitent être exposés et quels sont les engagements qu'ils ont à terme et comment on construit leur portefeuille en fonction de ces éléments. Ouais. C'est le même débat qu'on a dans un marché haussier comme dans un marché plus difficile. Ouais. Sauf que vous devez sentir des clients qui sont un peu plus fébriles, évidemment. Ben, écoutez, quand je regarde les relations qu'on a avec les clients comprennent très bien qu'on est dans une période qui Mais ils attendent que vous fassiez mieux que ce que fait le marché. Quand le, quand le CAC 40 baisse ou fait 0 depuis le début de l'année, ou baisse de 2%, vous devez faire plus. Et il n'y a pas de garantie, hein. C'est le principe de la gestion active. Il n'y a pas de garantie, mais la gestion active, elle se juge sur le long terme, à 3 à 5 ans. Ça prend du temps pour une stratégie d'investissement de démontrer sa pertinence. Et évidemment, il y a des moments où c'est plus difficile. Les value stocks ont été un peu... Les valeurs des côtés. Les valeurs des côtés ont été délaissées depuis le début de l'année. Est-ce qu'on a tendance à penser que dans un événement plus difficile, elles reviendront, je dirais pas à la mode, mais elles referont un rebond? C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Maintenant, vous admettez, parce que, pas moi qui le dis, hein, toutes les études académiques l'ont montré, battre le marché sur longue période, c'est un vrai défi pour les gérants d'actifs, parce qu'il faut expliquer, on va un peu vite, mais il y a deux gros modèles finalement de business aujourd'hui dans la gestion d'actifs. Je parle sous votre contrôle. Hein. Il y a, on va dire, les BlackRock, les State Street, peut-être même les Amundi, qui sont des géants, des colosses en trillions d'actifs sous gestion, qui font de la gestion passive, des ETF, qui répliquent fidèlement. Il y a une vraie tendance de fond, il y a une appétence pour ça. On fait exactement comme les grands indices, et puis face à cela, il y a la gestion active, gestion de conviction, faire mieux que le marché, pas toujours facile. Et vous, c'est ça votre business. Voilà. Vous êtes sur cette. Voilà. Mais je reviens à ma question d'avant. Pas facile quand on est. Vous avez plein de boutiques différentes, vous allez nous expliquer, mais de battre le benchmark, l'indice de référence sur longue période, c'est compliqué. Vous savez, vous, si sur 10 ans, combien de vos fonds ont battu la moyenne? C'est compliqué, hein? Oui, non, mais je le sais, tout à fait. Et c'est une majorité. Et oui, c'est compliqué. Oui, ça prend une expertise. Oui, ça prend des processus. Oui, ça prend une discipline. Oui, ça prend une philosophie. Oui, ça prend des bonnes personnes. Ça prend tout ça. Et on a ça chez nous. C'est l'ADN de notre groupe, d'avoir des gestionnaires à forte conviction, qui ont des points de vue, qui ont des process et qui prennent des positions. Mais qui pas tous surperforment sur 10 ans l'indice de référence. On va pas se mentir là. Oh. La majorité, oui. La très grande majorité de nos actifs surperforment à 5 à 10 ans, bien sûr. Et prenons les statistiques qu'on entend souvent dans les marchés. Vous me permettrez un développement un peu long. Évidemment, tout le débat s'est centré sur les honoraires. Parce que c'est facile, c'est comparable. Mais la réalité, c'est la performance après. Net. Après les coûts associés. Et si vous me permettez, on a fait une petite analyse. Quand on regarde le S&P 500, large cap US, le secteur là, sans doute considéré comme le plus efficient du marché, equity mondial. On dit qu'il y a environ 15% seulement des gestionnaires d'actifs qui ont surperformé dans la période 2008-2018, le plus beau bull market qu'on peut imaginer. C'est pas très encourageant, hein? Non, mais si on enlève de cet échantillon les gestionnaires actifs qui ont fait call au benchmark, les faux gestionnaires d'actifs. Si on enlève les gestionnaires d'actifs qui ont high turnover, qui ne sont pas du tout à long terme, qui font tourner leur portefeuille de façon anormalement élevée. Pour faire des commissions aussi, peut-être. C'est un fait, c'est un fait. Et si on enlève ceux qui ont un ratio de dépenses par rapport aux encours plus élevé que la moyenne, on se retrouve à avoir près de 50% des gestionnaires actifs qui ont surperformé le marché dans cette période où être passif et être one-way, ça a marché. Ça a marché. C'était le bon pari sur 10 ans. Là. Le marché a monté pendant 10 ans. Et vous savez, la gestion passive, il n'y a pas de gestion du risque. Ouais. Donc, il y a moins de frais. Vous obtenez tout ce que le marché vous donne à la hausse. À moindre coût. Mais vous allez obtenir tout ce que le marché vous donne à la baisse. Bon. Il n'y a pas de gestion de risque. Il faut bien en être conscient. Ouais. Donc, finalement, on se dit, et on va finir là-dessus, Jean Raby, qu'on va aller dans votre business, vers, on va dire, concentration avec d'un côté des mastodontes, des géants de la gestion passive et des géants de la gestion active de conviction. C'est ça aujourd'hui ou c'est un peu schématique de résumer ça comme ça? Non, c'est un peu le thème qu'on emploie en anglais, on dit barbelization. Je pense que d'un côté, il y a la gestion qui est un peu à caractère commodité, à bas coût, très industrialisée. Il faut avoir des gros volumes pour gagner de l'argent. Et d'autres, des gestions de conviction,
dans des groupes, soit des petites sociétés de gestion, soit dans des groupes comme nous, qui offrent, je pense, le meilleur des deux mondes à nos gestionnaires, puisqu'ils sont autonomes dans leur stratégie d'investissement, mais ils bénéficient de services partagés, notamment une plateforme de distribution mondiale qui leur donne un exposure à travers une grande clientèle, que ce soit au niveau des plateformes retail ou encore aux clients institutionnels. Et c'est notre modèle qui, je crois, est particulièrement bien adapté à l'évolution de l'industrie. Et donc, il va falloir tout le temps capter, de faire venir de nouvelles maisons qui ont, en fait, chacune des marques qui sont sous, si j'ai bien compris, Natixis IM. Ce sont des maisons qui ont une vraie autonomie de gestion, qui sont là pour délivrer de la performance. Et qui vraiment, il y a une vraie autonomie? Tout à fait, il y a une vraie autonomie quotidienne dans la stratégie d'investissement. On en a plusieurs, on en a 25. Parfois, elles peuvent cohabiter sur certains segments du marché, mais de façon générale, chacune d'entre elles a sa propre marque, son propre style entrepreneurial. Et sa spécificité. Et son propre positionnement. Oui. On évite les chevauchements, mais il y en a aussi. Il y en a un peu. Il y en a un peu parce qu'on, justement, dans l'autonomie, c'est qu'on ne les enferme pas non plus dans des silos. Ah bah oui. Mais de façon générale, sinon ils partent après, je vous dirais, je suis en poste depuis près de 2 ans. Je peux dire qu'aujourd'hui, je sais comment décrire chacune de nos sociétés de gestion sur ce qui est sa spécificité propre. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Jean Raby, donc, le directeur général de Natixis Investment Manager, je le fais avec l'accent, qui était l'invité de la Merci Big de m'avoir Interview on live on Boursorama. Thank you. Merci de m'avoir reçu.